Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer avec les statistiques descriptives, mais cette fois-ci, on va regarder pas juste une variable, mais deux variables ensemble. Alors, on va faire les statistiques descriptives bivariées et on va regarder la corrélation et une introduction à la régression. Alors, jusqu'à présent, on regardait un variable juste toute seule. Alors, c'est quelque chose qui est très important quand on regardait les statistiques descriptives univariées. Au premier lieu, on veut mieux comprendre nos données et quand on va sélectionner les statistiques qu'on va regarder, c'est sûr qu'on veut comprendre nos données, voir est-ce qu'il y a des valeurs aberrantes, euh, est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, les statistiques qui utilisent la moyenne ou l'écart type. Même avec les statistiques inférentielles, beaucoup sont basés sur l'écart type et la moyenne et on veut bien comprendre nos données pour s'assurer qu'on fait les bons choix. Aussi, des fois, on veut juste explorer un variable toute seule pour comprendre, par exemple, euh, euh, les revenus dans une population, l'anxiété qu'on trouve dans une population, juste pour voir une variable, qu'est-ce qui se passe. Mais normalement, dans les sciences sociales, on regarde plus les relations entre différentes variables. On peut regarder les relations entre deux variables ou peut-être plus. Mais aujourd'hui, on va juste commencer. Nous passons à l'analyse bivariée qui consiste à examiner deux variables en même temps pour découvrir la relation empirique entre eux. Et par exemple, pour montrer comment ça peut être important, peut-être on veut trouver est-ce qu'il y a une relation entre le revenu et niveau d'éducation. Par exemple, si on a plus d'éducation, est-ce que on va avoir plus de revenus? Ou peut-être si on a plus de revenus, est-ce qu'on va avoir un meilleur niveau de santé? Pour voir est-ce qu'il y a une relation entre ces variables, parce que ça peut nous aider à résoudre des problèmes qui existent dans notre société. Alors, comme avec les statistiques descriptives univariées, euh, on va commencer avec des visualisations de données et celui qu'on utilise le plus avec les analyses bivariées, c'est le nuage de points. Alors, un nuage de points, c'est un graphique qui montre la relation entre deux variables numériques. Alors, c'est très important, ça fonctionne seulement avec les variables numériques. C'est possible de l'utiliser avec des variables au niveau ordinal, mais vraiment, c'est mieux avec les variables numériques. Alors, au niveau intervalle ou rapport. Alors, chaque cas ou participant est représenté par un seul point. Alors, si on voit un point sur notre graphique, ça indique un participant, une personne, une observation ou un cas. Par exemple, si c'est tous les pays, un des points va être le Canada, un des pays va être la Chine, un des pays va être les États-Unis, un va être la Russie, et ainsi de suite. La position du point est déterminée par ses valeurs euh, euh, sur deux axes. Alors, il va avoir l'axe des axes, c'est l'axe horizontal. C'est la variable indépendante, ou c'est la cause ou le prédicteur présumé. Et il y a l'axe des Y, ça c'est l'axe vertical, et ça c'est la variable dépendante et ou l'effet ou le résultat présumé. Alors, si on pense qu'il va y avoir une relation euh, cause-effet, qu'on va trouver du causation, là, c'est très important qu'on met la variable indépendante sur l'axe X et on met notre variable dépendante sur l'axe Y. C'est convention dans pas juste les sciences sociales, mais c'est la convention dans les sciences en général. Et si on veut que les personnes peuvent comprendre notre visualisation, c'est très important de suivre les conventions. Aussi, quand vous allez lire des recherches, comme ça, vous pouvez savoir c'est quoi la variable indépendante et c'est quoi la variable dépendante. Si on regarde juste pour une relation et on pense pas nécessairement qu'il y a une relation cause-effet,
Là, c'est pas si important quelle variable on va mettre sur l'axe des X et l'axe des Y. Alors, s'il n'y a pas de relation cause-effet, on peut juste mettre, on peut mettre on peut mettre une variable sur un variable sur l'axe des X ou l'axe des Y. Mais avec cause-effet, c'est très important de mettre une variable sur le bon axe. Alors, comment est-ce qu'on interprète un nuage de points? Alors, il y a plusieurs choses qu'on veut regarder. Alors, un nuage de points peut révéler plusieurs caractéristiques clés d'une relation. Alors, au premier lieu, on va regarder la direction. Et on peut avoir des relations positives, négatives, ou on peut trouver aucune relation. Alors, avec une relation positive, c'est lorsque la variable x augmente, la variable y a également tendance à augmenter. Les points montent de gauche à droite. Alors, ça commence plus vers le coin gauche en bas et ça monte vers le côté, quand ça on va à droite, ça va monter. Alors, par exemple, avec niveau d'éducation et revenu, on va penser que généralement, quelqu'un qui va avoir un niveau d'éducation plus élevé va également avoir tendance à avoir un revenu plus élevé. C'est pas une explication parfaite, alors c'est pour ça qu'on dit à tendance. C'est possible qu'il y a quelqu'un qui a un niveau d'éducation très élevé qui va avoir un revenu pas tellement haut. Et c'est possible que quelqu'un a un niveau d'éducation pas très élevé qui va avoir un revenu très élevé. Mais il y a tendance. Quand euh, les valeurs sur la variable x va augmenter, ça va avoir tendance que le niveau ou la valeur sur la variable y va également augmenter. Une relation négative, lorsque la variable x augmente, la variable y a tendance à diminuer. Alors encore, c'est tendance à diminuer. Les points descendent de gauche à droite. Alors, ça va commencer en haut à gauche et ça va descendre. Quand on augmente sur l'axe l'axe des axes, ça va descendre sur l'axe des Y. Alors, quand un augmente, l'autre diminue. On peut également avoir aucune relation. Alors, c'est possible qu'on va regarder la relation entre deux variables et on va trouver que vraiment, il n'y a aucune relation qu'on va avoir de l'information sur le niveau ou la valeur sur un variable, qui donne aucune information sur le niveau de l'autre variable. Alors, ça peut arriver. Alors, on peut regarder trois exemples. Alors, dans notre figure A, on voit une relation positive. Alors, quand ça augmente, le niveau augmente sur l'axe des X, on voit que ça augmente également sur l'axe des Y. Alors, et on peut voir, ça commence en bas à gauche et ça monte quand ça va vers la droite. Dans figure B, c'est une relation négative. Alors, quand le niveau augmente, sur la variable x, ça diminue ou ça baisse sur la variable y. Alors, ça commence en haut à gauche et ça descend quand on va vers la droite. Alors, quand le niveau sur une variable augmente, ça diminue sur l'autre variable. Et dernièrement, on peut avoir juste vraiment un nuage de points où il n'y a aucune relation avec, dans ces deux cas-là, en A et B, si vous me donnez de l'information, par exemple, il y a un nouveau point qui est pas sur dans la figure. Si vous me donnez de l'information sur l'axe des X, je peux au moins avoir une prédiction sur le niveau sur l'axe des Y. Ce va pas nécessairement parfait, mais par exemple, il y a un nouveau point où le niveau est à 6. Je peux faire une prédiction que le niveau sur l'axe Y va être quelque part euh, euh, dans cette étendue ici. Il faut pas penser que ça va être en haut ou nécessairement en bas euh, de la figure. Même chose avec euh, une relation négative. Si vous me donnez de l'information sur le niveau sur l'axe des X, je peux faire une prédiction sur l'axe des Y. Et
normalement, si vous me donnez un valeur, si je dois faire une prédiction sur une variable et j'ai pas d'information, c'est juste que je vais probablement deviner euh, la moyenne. C'est probablement la meilleure information que j'ai, mais il va y avoir beaucoup de données qui vont euh, avoir une grande distance de la moyenne. Avec les relations positives et négatives, je peux améliorer ma prédiction. Si j'ai de l'information sur le niveau sur l'axe des x, sur la variable x, je peux euh, avoir une prédiction, je peux améliorer ma prédiction. Ici, quand il n'y a aucune relation, si j'ai de l'information sur le niveau, sur la variable des x, ça me donne aucune manière de faire une prédiction euh, sur la valeur ou sur la variable y. Euh, ma meilleure option encore, c'est vraiment de retourner à la moyenne. C'est pas ça, c'est pas nécessairement un bon prédiction d'utiliser la moyenne, mais c'est au moins aussi bon que utiliser le niveau sur la valeur des axes. Alors, un exercice d'interprétation. Alors, question, décrivez la direction de la relation que vous êtes entré à voir pour les paires de variables suivantes. A, l'âge d'une voiture et sa valeur de revente. B, la taille d'une personne et sa pointure de chaussure. Alors, vous pouvez poser la vidéo et quand vous avez votre réponse, vous pouvez avancer aux solutions. Alors, pour l'âge d'une voiture et sa valeur de revente, on dirait que c'est une relation négative. Euh, Quand on a un nouveau voiture, sa valeur de revente va être assez élevée, mais à chaque année qu'on conduit notre auto, sa valeur de revente va descendre. C'est encore pas une relation parfaite. Il va y avoir beaucoup d'autres facteurs qui vont affecter euh, sa valeur de revente. Est-ce que vous avez eu des accidents? Combien de kilomètres est-ce que vous avez conduit? C'est quel type d'auto? Ainsi de suite. Mais normalement, on dirait que le plus longtemps que vous avez eu votre auto, euh, on va voir que sa valeur de revente va descendre. B, la taille d'une personne et sa pointure de chaussure. Encore, c'est pas nécessairement une relation parfaite, mais normalement, on va dire que quelqu'un qui a d'une plus grande taille va avoir aussi une pointure de chaussure qui va être un peu plus grande, un peu plus grande. Alors, on va dire que normalement, ils vont aller en même direction. Quand un augmente, l'autre va augmenter également. Alors, pour les nuages de points, on peut aussi regarder la forme. Et ça, c'est très important que ça va venir aux statistiques qu'on va faire plus tard. Alors, on peut avoir une forme linéaire et des formes non linéaires ou curvilignes. Alors, pour linéaire, les points semblent se regrouper autour d'une ligne droite. Alors, on peut regarder les points, on peut mettre une ligne droite qui est un beau sommaire ou description de ce qui se passe avec les deux variables. Alors, les points semblent regrouper autour de cette ligne droite. Mais avec non linéaire ou curviligne, les points suivent une courbe distincte. Alors encore, il y a une relation, mais euh, les, euh, les points se regroupent autour d'une courbe distincte au lieu d'une ligne droite. Alors par exemple, ici, en A, c'est une relation linéaire, et je peux faire une ligne, par exemple, comme ça, qui monte euh, quand je vais à droite et les points se semblent regroupés autour de cette ligne. Je peux aussi faire une ligne dans la figure B où les points se semblent regroupés autour de cette ligne, mais c'est pas une ligne droite, c'est un courbe. Euh, et c'est important parce que la plupart des statistiques qu'on va utiliser se basent sur le postulat que les relations sont linéaires. Alors, ils fonctionnent euh, en, euh, normalement en créant comme une ligne et regarder cette ligne. Alors, dans ces cas-là, on peut avoir une ligne droite et ça fonctionne très bien.
Mais les statistiques, normalement, vont essayer de faire, par exemple, une ligne droite. Et si c'est une relation curviligne, ça va pas très bien fonctionner. Par exemple, maintenant, avec les méthodes, ils vont essayer de faire une ligne probablement comme s'il y avait une distribution uniforme. Et quelque chose probablement comme ça. Mais si on regarde la distance de la plupart des points de cette ligne, c'est pas un très bon sommaire de qu'est-ce qu'on voit avec la relation. Les points se regroupent pas vraiment autour de cette ligne. Alors, normalement, on va trouver, par exemple, dans un cas comme ça, les statistiques qu'on veut utiliser qui se basent sur des relations linéaires vont dire qu'il y a presque pas de relation dans ce cas-ci. Mais si on regarde, on peut voir qu'il y a une relation très claire. Il y a un tendance qu'on peut absolument voir. Et si je connais la valeur sur la variable x, je peux avoir une très bonne prédiction pour le niveau sur la variable y. Alors, c'est sûr qu'ici, il y a une relation très forte, mais les statistiques qu'on utilise le plus fréquemment pour trouver des corrélations, pour trouver des relations entre deux variables, vont pas fonctionner dans ce cas-là. Alors encore, commencer avec des visualisations, ça peut nous aider à faire les bonnes décisions quand ça vient aux sélections de statistiques. Et si on regarde pas, on peut faire des erreurs qui vont euh, nous apporter à prendre des conclusions qui ne sont pas supportées par les données. Et on peut regarder la force. On peut avoir des relations fortes et faibles. Alors, avec les relations fortes, les points de données sont très regroupés autour du modèle sous-jacent. Et avec les relations faibles, les points de données sont beaucoup plus dispersés. Alors, par exemple, ici, c'est une relation forte. Alors, les points se regroupent très proches. Alors, si on pense encore d'avoir une ligne qui va passer par les points, les, euh, les, euh, les points se regroupent très clairement sont très proches de cette ligne dans ce cas-là. Et si on pense aussi de prédiction, c'est quelque chose qu'on aimerait faire avec les relations. Si on me donne le niveau sur une variable sur l'axe x, sur une variable x, je peux avoir un assez bon prédiction sur son niveau, euh, sur le niveau de la variable y dans ce cas-là. Ici, encore, il y a une relation positive, mais c'est très faible. Et oui, je peux probablement avoir une prédiction qui va être meilleure de juste avoir une prédiction basée sur la moyenne de Y, mais il y a beaucoup de variances encore. Alors, si je le regarde et je veux faire une prédiction en utilisant le niveau de, euh, sur la variable X, par exemple, si le niveau c'est 4, ben, il y a des points proches, presque vers 0. Il y a des points vers 20, 25. Et si on va un peu plus loin, vers même 30, 35. Alors, je peux pas vraiment être sûr. Il y a un grand étendue avec les données euh, qui mesure 4 sur notre variable x. Alors, quelle prédiction je vais faire? Peut-être que je vais aller au milieu, faire ici pour ma prédiction, mais encore, les points sont très dispersés, alors je peux pas avoir trop de confiance que ma prédiction va être correcte. Ici, oui, c'est sûr que avec une relation forte, c'est sûr que ma précision va pas être parfaite, mais je peux être assez confiant que je vais être proche. Ici, j'ai pas vraiment une grande capacité à avoir confiance dans mes prédictions. Et on regarde les valeurs apparentes. Ce sont des points qui s'écartent de manière significative du modèle global des données. Alors encore, comme avec les, les statistiques univariées, les valeurs apparentes peuvent affecter beaucoup des statistiques qu'on va calculer. Alors, c'est sûr qu'avec encore les nuages de points, on peut repérer ces points, voir est-ce qu'il y a ces points. Et s'il y a les valeurs apparentes, on veut où les enlever. Il y a certains cas où on peut faire ça, ou on veut changer notre sélection de statistiques pour avoir ceux qui sont moins sensibles
ou valeur apparente. Alors, par exemple, ici, on a tous les points et on voit une relation assez forte avec ces points-ci, mais il y a un point qui est vraiment distant des autres. Et quand on va commencer à calculer les statistiques, ceux qu'on utilise le plus, qui sont les plus courantes, euh, cette valeur apparente va vraiment affecter cette statistique. Il va et vraiment le résultat va pas bien correspondre à ce qu'on voit quand on regarde notre nuage de points. Alors, un exercice, un nuage de points montre la relation entre les heures passées à étudier et la note d'examen. À quoi ressemblerait une relation positive forte? À quoi ressemblerait une relation négative faible? Et ici, on demande pas de dessiner un nuage de points ou essayer de dessiner un nuage de points. C'est vraiment juste expliquer qu'est-ce que ça ressemblerait. Alors, vous pouvez poser, quand vous avez votre solution, vous pouvez avancer. Alors, notre solution, une relation positive forte montrerait des points formant un modèle clair et serait montant de gauche à droite. Une relation négative faible montrerait une légère tendance à la baisse, mais les points seraient très dispersés. Alors, relation négative faible, alors c'est descend quand on va de gauche à droite, parce que quand un augmente, l'autre diminue. Mais parce que c'est faible, on va avoir des points très dispersés. Alors, on va pouvoir voir qu'il y a une tendance, mais ça va paraître plus comme juste un nuage de points ou des points juste dispersés un peu par hasard. Alors maintenant, maintenant qu'on a fait notre visualisation, on veut quantifier. Alors, on veut trouver un statistique qui peut nous donner comme, par exemple, quantification du niveau de, euh, de la relation. Alors, pour une mesure objective, nous utilisons un coefficient de corrélation. Et celui qui est le plus courant est le R de Pearson. Alors, on veut mettre un coefficient, alors on veut mettre un numéro par rapport à notre niveau de corrélation, et celui qu'on utilise le plus, c'est vraiment le R de Pearson. En anglais, Pearson's R. Pas si compliqué. Alors, il mesure la force et la direction des relations linéaires entre deux variables numériques. Alors, il regarde la direction, est-ce que c'est positif ou négatif, et aussi la force, euh, c'est euh, est-ce que c'est faible ou est-ce que c'est fort. Ça ne regarde pas si c'est linéaire ou non linéaire, c'est toujours basé sur le postulat que c'est linéaire. Alors, sa valeur varie de -1 à +1. Alors, +1, c'est une relation linéaire positive parfaite. Alors, quand on dit parfaite, ça indique que si je connais le niveau sur un variable, je peux avoir une prédiction parfaite sur le niveau de l'autre variable. Euh, -1, ça indique une relation encore parfaite, mais cette fois-ci, c'est négatif. Et 0 montre aucune relation linéaire. Alors, il n'y a aucune relation entre ces variables. Si je connais le niveau de variable, il n'y a aucune manière vraiment de faire une prédiction qui serait mieux que juste faire une prédiction par hasard. Alors, on regarde deux éléments. Pour commencer, on regarde le signe. Alors, ça peut être positif ou négatif. Ça indique la direction de la relation, si c'est positif ou négatif. Alors, si c'est une relation positive, le signe va être positif. Et si la relation est négative, le signe va être négatif. Et on regarde la valeur absolue. Alors, la valeur absolue, ça transforme les valeurs négatives en des valeurs positives. Alors, par exemple, la valeur absolue de -0,5, c'est 0,5. La valeur absolue de -2, c'est +2. Et ça indique la force de la relation. Alors, le plus que ça s'approche à 1, ou la valeur absolue 1, alors, le plus que ça s'approche à -1 ou +1, le plus qu'on trouve une relation qui est forte. Le plus que ça s'approche à 0, le plus qu'on a une relation qui est faible.
Alors, par exemple, si la valeur absolue est moins que 0,3, c'est une relation qui est faible. Alors, si c'est entre 0, si c'est 0, il n'y a aucune relation, mais si c'est plus que 0, mais moins que 0,3, ou si c'est moins que 0, mais plus que moins, euh, moins 0,3, c'est une relation qui est faible. Si c'est entre euh, euh, 0,3 et 0,5, c'est une relation modérée. Et ça, c'est encore des deux côtés. Alors, si c'est entre négative 0,3 et négative 0,5, c'est aussi une relation modérée. Le signe affecte seulement la direction, mais quand ça vient euh, à la force, c'est vraiment la distance de zéro. Et si c'est plus que, si la valeur absolue est plus que 0,5, c'est une relation forte. Alors, si c'est entre 0,5 et 1, ou moins 0,5 et moins 1, c'est une relation qui est forte. Alors, par exemple, la force, si on trouve une valeur R de Pearson qui est moins 0,6 et 0,6, la force pour les deux est égale. La seule différence, c'est un représente une relation négative et l'autre représente une relation positive. Mais la force est identique. Alors, question d'interprétation. Un chercheur trouve les coefficients suivants. Décrivez la force et la direction de chaque relation. Alors, A, R égale 0,85 entre l'éducation et le revenu. B, on trouve un niveau R de moins 0,12 entre la consommation de café et les heures de sommeil. Ici, on trouve un R de Pearson égal à moins 0,60 entre le stress et la satisfaction de vie. Alors, vous pouvez poser et la vidéo et recommencer quand vous avez votre solution. Alors, pour A, c'est une relation linéaire positive parce que le signe était à plus et forte. La valeur absolue était plus que 0,50. B, c'est une relation linéaire négative et très faible. Alors, c'est négatif parce que le signe est négatif et c'est moins, la valeur absolue, c'est moins que 0,30 et ça signifie que c'est faible. Et celui-là, ça approche vraiment de zéro. C'est assez proche de zéro, alors on dirait même que c'est très faible. Et C, R égale moins 0,60 entre le stress et la satisfaction de vie. Encore, c'est négative, euh, linéaire négative et forte. Alors, négatif, le signe est négatif, et forte, c'est, la valeur absolue est plus que 0,50. Alors, les niveaux, comme les points de changement entre faible, moyen, puis euh, modérée et forte, c'est juste un guide. Ça dépend vraiment de votre discipline et votre sujet, exactement où est-ce qu'on va dire la différence entre faible, modérée et forte. En certaines disciplines où on trouve vraiment pas des relations très fortes, on va normalement accepter des corrélations un peu plus faibles. Par exemple, en sciences, souvent, on va trouver des corrélations très fortes. Alors, eux autres, il va falloir un R de Pearson assez élevé pour on prend attention. En sciences sociales, normalement, il va y avoir, euh, les relations vont tellement, avoir tellement de causes. Alors, juste si on regarde la relation entre deux variables, parce que même si c'est une relation cause-effet, l'effet qu'on recherche est causé par tellement de variables que la relation entre juste deux de ces variables va pas être si grande. Alors, par exemple, si on regarde revenu, oui, notre niveau d'éducation va affecter notre revenu. Il va y avoir beaucoup d'autres facteurs qui vont également affecter notre revenu. Alors oui, on va trouver une relation entre euh, niveau d'éducation et revenu,
mais peut-être ça va être pas nécessairement si grande. Alors, le mantra le plus important, la corrélation, et on s'en est déjà parlé et on va s'en parler encore. Alors, la corrélation n'implique pas la causalité. Ce n'est pas parce que deux variables sont fortement liées que l'une cause l'autre. Alors, méfiez-vous de la corrélation fallacieuse, une relation qui semble causale, mais qui est en réalité due à l'influence d'une troisième variable cachée. Alors, c'est une variable confusionnelle. Alors, ça fait quelques semaines, on vous en a parlé de la noyade, de, corrélation entre noyade et euh, euh, vente de crème glacée. Alors, il y a une corrélation assez forte entre ces deux variables, mais c'est vraiment causé par une troisième variable qui est la température. Alors, c'est pas même s'il y a une corrélation qui est forte, c'est pas nécessairement euh, c'est, la causalité ou que ça indique la causalité. Il y a aussi des fois, quand on regarde juste dans la nature ou dans la société, on va aussi juste trouver des relations qui sont coïncidences. C'est pas trop causé par une troisième variable, c'est juste vraiment quand on a beaucoup de données, on a tellement de variables, des fois on va juste trouver des coïncidences. On s'en est parlé déjà de quelques exemples aussi. Alors, oui, la corrélation est un des facteurs qui entre dans une détermination de causalité, mais on a aussi besoin de l'ordre temporel et de éliminer les autres explications. Alors, c'est la corrélation est un bon début, mais il faut aussi ces deux autres facteurs. Et juste pour montrer l'effet des valeurs apparentes, alors ici, on voit une relation qui est assez forte et on voit que on a aussi un R de Pearson assez élevé. Ici, on a les mêmes points, mais on ajoute une valeur apparente verticale. On voit que ça affaiblit euh, notre coefficient de corrélation. Oui, c'est encore assez élevé, c'est assez fort, mais c'est un grand changement et on a juste ajouté un point. Ici, on a encore les mêmes points, mais on a une valeur apparente ici à fort levier qui s'aligne avec la tendance et ça renforce la corrélation. Alors, quand on dit que une valeur apparente à fort levier qui s'aligne, alors si on crée un ligne dans les qui représente bien notre relation qu'on voit avec ces points et on continue cette ligne, ça va être assez proche de notre valeur apparente. Et alors, on appelle alors à force de levier, en anglais, on dit un leverage point. Euh, et ça peut renforcer notre coefficient de corrélation. Alors, on voit que c'est plus élevé que qu'on voyait dans la figure A. Alors, vraiment, ça, c'est notre corrélation réelle. Et ça peut être affaibli par juste euh, une point apparente ou ça peut être augmenté ou renforcé par juste un point apparent. Alors maintenant, on va regarder un petit introduction à la régression linéaire. Et la régression linéaire, on ne va pas regarder en grand détail. On va juste regarder un peu l'introduction du côté des statistiques descriptives. On peut aussi utiliser la régression linéaire et même la corrélation pour les statistiques inférentielles. Alors, utiliser des statistiques pour avoir une inférence sur la population. Mais c'est un peu plus compliqué. Alors ici, on va juste regarder la logique sans vraiment regarder en grand détail les différents éléments, les forces et faiblesses. Alors l'idée centrale, c'est de tracer une ligne droite à travers le nuage de points qui représente le mieux la tendance linéaire générale. Alors, j'en ai déjà parlé qu'on peut avoir une ligne, souvent tracer une ligne qui où les points vont se regrouper autour. Mais on veut, avec la régression linéaire, on veut trouver euh, la- euh, notre ligne qui représente mieux la tendance qu'on trouve avec la relation.
Et cette ligne s'appelle la droite de mieux ajustement, en anglais, the best fit line. Alors, on a deux buts vraiment avec, ou objectifs principaux avec la régression linéaire. Premièrement, résumer la tendance centrale de la relation. Alors, avec une ligne, on peut avoir une équation qui est un sommaire de cette ligne et ça peut nous donner un bon sommaire de notre tendance. Alors, on peut avoir notre corrélation, notre coefficient de corrélation, mais on peut également avoir notre équation de ligne qui montre cette relation. Mais ça aussi nous permet de faire des prédictions. Par exemple, s'il y a un nouveau point, par exemple, si on regarde les facteurs qui affectent vos notes sur un test, et, on trouve, par exemple, les heures que vous avez étudiées. Et tout le monde a pris le test et on trouve euh, 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 la droite de meilleur ajustement. Mais il y avait un étudiant qui était malade, ils vont prendre le test dans le futur. Et on sait combien d'heures ils ont étudié. On veut faire une prédiction de quelle note ils vont avoir. Notre ligne de régression linéaire nous permet d'avoir une prédiction. Si c'est pas une relation parfaite, notre prédiction va pas être parfaite, mais ça peut être meilleur comparé à ce qu'on pouvait faire sans cette information. Alors, euh, toutes lignes ont une équation simple assez similaire. Alors, si vous pensez à vos cours de maths au secondaire, vous avez probablement vu comme l'équation y égale mx ou ax plus b. Ça, c'est la version pour notre droite de régression. Alors, Y chapeau, ça représente la valeur prédite de la valeur dépendante. Alors, on peut faire une prédiction sur votre note sur un examen, sur votre revenu. Ça, c'est notre prédiction. La valeur, c'est Y chapeau. X est la valeur de la variable indépendante. Alors, est-ce que vous avez 12 ans d'éducation? Est-ce que vous avez étudié pendant 4 heures pour l'examen? Il y a un petit erreur ici. A, c'est A et B ici devraient être changés parce que c'est vraiment B, celui qu'on voit là, c'est l'ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur prédite de Y lorsque X est égal à 0. Alors, c'est le point où la ligne coupe notre axe des Y. Alors, par exemple, si vous avez aucune année d'éducation, c'est quoi notre prédiction pour votre revenu? Si vous avez étudié pendant 0 heure pour le test, c'est quoi notre prédiction pour votre note sur l'examen? Et 1, qu'on voit ici juste à côté de X, est la pente. C'est le changement moyen prédit dans Y pour chaque augmentation d'une unité de X. Alors, si vous étudiez, si on augmente, quelqu'un étudie 2 heures euh, et quelqu'un d'autre étudie pendant 3 heures. Ce changement d'une heure, combien est-ce que ça va affecter votre note sur un examen? Par exemple, si chaque heure augmente votre résultat de chaque heure additionnelle augmente votre succès de 5%, mais la pente va être de 5%. Euh, alors, c'est toujours le changement avec une unité, pour une augmentation d'une unité de X. Si vous avez une autre année d'éducation additionnelle, combien ça va changer votre revenu? Peut-être si vous avez, en moyenne, si vous euh, avez un autre an d'éducation, peut-être ça va augmenter de 5 000 votre revenu. Alors, la pente va être 5 000. Et alors, comme si vous, avec cette logique, si vous augmentez de 2 unités, alors 2 ans, ça va être un changement de 10 000 5 000 pour la première année d'éducation supplémentaire et 5 000 pour votre deuxième année d'éducation supplémentaire. Alors, 2 fois 5, un changement de 10. Et on voit notre A, dans ce cas-là, qui est la pente, 5 000 X 2. Alors, un changement de 2 fois 5, c'est 6 000 .
Alors ici, on voit un exemple de deux lignes. Alors, un, c'est notre droite de meilleur ajustement, celui-ci, et on voit que c'est assez proche de tous les points. Alors, il y a trois points qui sont quasiment sur notre ligne. Il y a deux points, avec les 5 points-là, c'est pas une relation parfaite. Une ligne droite peut pas toucher les 5 points. Mais c'est assez proche de ces trois points-là, et on voit que c'est vraiment au milieu entre ces deux points-là. Alors, ces points-là sont le plus proche possible vraiment de cette ligne. Si on regarde l'autre ligne, on voit que tous les points sont plus distants de cette ligne. Alors là, ça touche presque aux lignes. Là, il y a une différence. Ici, il y a une différence qui est plus élevée ici et des distances aussi. Alors, on dirait que cette ligne-là, notre ligne droite de meilleur ajustement, une meilleure sommaire, vraiment, ça représente mieux les points que l'autre ligne. Alors, vous n'allez jamais faire le calcul par main pour trouver votre euh, droite de meilleur ajustement, mais on va quand même parler de la logique pour que vous compreniez qu'est-ce que ça fait. Alors, on utilise les résidus. Et un résidu, c'est l'erreur de prédiction pour un cas individuel. C'est la différence entre la valeur réelle observée et la valeur prédite par votre modèle. Alors, par exemple, ici, si on regarde votre ligne, alors les points sont toujours la réalité. C'est une observation de ce qui s'est passé en réalité. Et notre ligne, c'est notre prédiction pour qu'est-ce qu'on va trouver, par exemple, sur quelle valeur on va trouver sur l'axe Y, basé sur ce qu'on voit sur l'axe X. Alors, on fait une prédiction, par exemple, ici, que si vous étudiez pour 4 heures, vous allez avoir une note d'à peu près 80. Mais dans ce cas-là, on voit que la personne a vraiment eu une note de 85. Alors, il y a une distance, il y a eu une erreur de prédiction d'à peu près 5%. Ça, c'est votre résidu. Ici également, on voit, en réalité, c'était à peu près 80, mais notre prédiction était 85. Encore, il y a eu une petite erreur. Alors, notre formule pour un résidu, c'est Y observé. Alors, notre observation, la réalité, moins notre prédiction. Alors, encore, ça, c'est Y, la réalité, 80. Notre prédiction, à peu près 85. Alors, 80 moins 85. Observation 80, prédit 85. Alors, on va trouver un résidu de moins 5. Visuellement, c'est la distance verticale entre chaque point de données et la droite de régression. Alors, par exemple, on voit ici, ça, c'est notre résidu. On fait une ligne verticale entre notre observation et notre point. Et c'est important parce qu'on utilise les résidus pour trouver notre droite de meilleur ajustement. Alors, c'est vraiment la ligne, on prend le carré du résidu et on trouve la ligne qui minimise la somme des résidus carrés. Alors, c'est quelque chose qu'on fait pas. Il faut des mathématiques assez avancées pour faire ça par main. Les logiciels de statistique font faire ça pour vous. En anglais, on dit c'est la ligne qui a le plus petit sum of squared residuals. Alors, pour chaque résidu, on prend le carré, on additionne, par exemple, on prend le résidu là, on prend le carré, on prend le résidu, on trouve le résidu, on prend le carré, euh, trouve le résidu, prend le carré, ainsi de suite, on prend le somme. Chaque ligne va avoir une différente somme de résidus carrés et on prend celui qui est le moins élevé. Et en anglais, ça c'est, on l'appelle ordinary least squares. Least squares pour euh, le carré des résidus, least pour plus petit. Euh, alors, c'est cette forme de régression. Alors, question, si le résidu pour un étudiant est de 5 points plus 5 points, qu'est-ce que cela signifie concernant sa note réelle par rapport à la note prédite? Et si le résidu est de moins 3?
Alors, vous pouvez arrêter la vidéo et quand vous avez votre solution, vous pouvez avancer. Alors, résidu de plus 5 signifie que le modèle a sous-prédit la note. La note réelle de l'étudiant était 5 points plus élevée que la prédiction. Alors, on avait prédit un certain niveau, mais en réalité, l'étudiant a reçu 5 points de plus. La note réelle était 5 points plus élevée que la prédiction. Le point est au-dessus de de la droite. Euh, un résidu de moins 3 signifie que le modèle a surprédit. Sa note réelle était 3 points plus basse que la prédiction. Le point est en dessous de la droite. Alors, par exemple, ici, c'est le point est plus élevé au-dessus de la droite. Ici, c'est au-dessous de la droite. Alors, ça, c'est un surprédiction. Ça, c'est un sous-prédiction. La prédiction est 80. La personne, en réalité, a reçu 85. Si notre prédiction est à peu près 80, notre réalité, c'est 80, mais en réalité, la personne a eu 85. Alors, un sous-prédiction, ici, surprédiction ici, un sous-prédiction ici. Alors, et un exercice d'application, un modèle prédit la note d'examen, c'est note Y, en fonction des heures de sommeil, X. Ici, c'est important, note X et note Y, parce que normalement, on va dire que les heures de sommeil vont être de prédiction ou vont affecter votre note d'examen et pas l'inverse. C'est possible que votre note d'examen va affecter vos heures de sommeil parce que peut-être vous ne pouvez pas dormir ou vous dormez très bien après certains résultats. Mais normalement, on va dire plus que les plus d'heures que vous avez de sommeil, meilleur vous allez faire sur l'examen. L'équation est de y chapeau égale 2 fois x plus 60. Euh, la pente est de 2. Alors, pour chaque unité qu'on augmente au x, on augmente de 2 sur y. Et l'ordonnée, alors, chaque heure additionnelle de sommeil va donner 2% de plus, ou 2 points de plus sur notre examen. Et l'ordonnée à l'origine est de 60, qui indique que quelqu'un qui a dormi pendant 0 heure va avoir une note sur l'examen de 60. Alors, au moins, ça, c'est notre prédiction basée sur notre modèle, sur euh, la droite de meilleur ajustement. Alors, notre question, si un étudiant dans 6 heures, il obtient une note réelle de 70, quelle est sa note prédite et quel est le résidu? Vous pouvez arrêter la vidéo et avancer quand vous avez votre solution. Alors, note prédite. Alors, l'étudiant, notre X, a dormi 6 heures. Alors, on remplace X par 6. Et 2 fois 6, c'est 12. Plus 60, ça nous donne 72. Alors là, c'est juste résoudre notre équation pour trouver notre prédiction. Notre Y chapeau, c'est notre prédiction pour Y. Et on a déjà vu c'est quoi notre A et notre D. On a donné que notre X, quelqu'un qui a dormi pour 6 heures. Alors, le modèle prédit une note de 72. Notre résidu, en réalité, la personne a reçu une note de 70. Notre prédiction était de 72. Pour trouver résidu, c'est euh, réalité moins prédiction. Alors, ça nous donne un résidu de moins 2. La note réelle, 66, de l'étudiant est 2 points plus basse que notre prédiction, qui était de 72. Alors voilà les traductions du concept. Analyse bivariée, c'est bivariate analysis, nuage de points, scatterplot, variable indépendante et dépendante assez simple, coefficient de corrélation, correlation coefficient, R de Pearson, Pearson's R, corrélation fallacieuse, spurious correlation, régression linéaire, linear regression, pente, c'est slope, ordonnée à l'origine, c'est intercept ou y-intercept, et résidu, c'est residual. Alors, ça, c'est tout pour aujourd'hui et je vais vous voir la semaine prochaine.